on vous parle d'encodage vidéo de vos vieilles cassettes VHS. Et Philippe, tu nous parles de quoi? Moi, cette semaine, je vous parle de 2 interfaces graphiques pour habiller votre Linux. Donc, 2 interfaces graphiques pour Windows, qui va être encore mieux que Microsoft, point de vue graphique. Quel vendeur? Alors, restez là, ça commence tout de suite. KT3Z est près de son public et on a une question d'un téléspectateur cette semaine. Donc, Marc veut savoir, quand tu as 2 cartes réseau sous Linux, comment faire pour savoir quelle carte est ETH0 et quelle carte est ETH1? Ça, c'est pas évident. Parce qu'en effet, il n'y a pas vraiment moyen de savoir quelle carte est où dans le système. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser pour ça? C'est d'un, il faut identifier quelle carte, ou plutôt dans quelle fente PCI on va retrouver quel IRQ. Donc, c'est vraiment important, lorsque vous démarrez votre machine, de faire peut-être un pause lorsque vous avez l'écran de votre BIOS pour justement identifier, bon, bien, la slot 1 est égale à tel IRQ, slot 2 est égale à tel IRQ. Bien sûr, il faut savoir au préalable quelle carte est dans quelle entrée. Bon. Oui. Une fois qu'on sait ça, on peut aller dans Linux, et à partir de Linux, comme on pourrait le voir à l'écran, on peut taper la commande dmesg, D-M-E-S-G. Ça va vous donner la liste des messages système au démarrage. Sauf que là, on ne veut pas toutes les avoir, donc on va utiliser aussi la commande pipe dans grep ETH. Bon, moi, j'ai juste une carte de réseau, mais ça va quand même donner assez d'informations. Ici, on peut voir que ETH0, bon, c'est une carte 3-com. Première chose qu'on peut faire pour identifier nos cartes, s'ils sont de compagnies différentes, c'est assez facile de les identifier. Oui, là, on sait tout de suite laquelle est laquelle. Advenant le cas où on a 2 cartes de la même compagnie, il faut vraiment savoir quel IRQ va avec quelle fente. Et si on regarde à la fin de la ligne ici, ce que je mets en surligné, on dit IRQ 11. Ah, voilà. Donc, bien, ça me permet d'identifier, par exemple, ma fente 2 était avec IRQ 11. Bon, moi, dans mon cas, c'est une carte CardPost puis SIMCI, un peu différent. Mais pour un PC, ce serait très facile de les reconnaître de cette façon-là. D'identifier chacune des IRQ pertinentes. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est la commande dmesg ou D-M-E-S-G. Pipé dans grep, G-R-E-P, comme on le voit dans le bas d'écran, ETH. Pourquoi juste ETH? Parce qu'on peut avoir plusieurs cartes de réseau. ETH0, ETH0, 1, 2, 3, tout dépendamment de combien de cartes de réseau on a dans notre système. Et voilà, un autre service public signé KT3Z. Les cassettes vidéo, c'est très bien, mais ce n'est pas éternel. D'ailleurs, mes cassettes vidéo de quand j'avais fait Génie en herbe en 1982 sont un petit peu sur le bord de s'en aller. Mais il y a une solution à tout ça, c'est de numériser vos cassettes vidéo avec votre ordinateur et ensuite, éventuellement, de graver ça sur CD. Le CD en question, vous pouvez soit le visionner dans votre ordinateur, soit même le visionner dans un lecteur vidéo CD de salon ou même un lecteur DVD de salon. Donc, le meilleur des 2, 3, 4 mondes. Ouais. Bien. De quoi on a besoin pour faire ça? En termes de matériel et logiciel, on va voir un tableau à l'écran. On a évidemment besoin d'un magnétoscope. T'es sérieux? Et je te dis. Ensuite, on a besoin d'une carte vidéo avec une entrée vidéo, RCA ou même mieux, S-Vidéo, bien sûr. Une carte son, ou encore, si votre carte vidéo, comme si vous avez une All-in Wonder, elle a une entrée son. Donc là, vous n'avez pas besoin d'une carte son pour l'acquisition de votre magnétoscope. Ensuite, vous avez besoin d'un logiciel d'acquisition et encodage. On va en voir un tout à l'heure, VirtualDub, qui est excellent. Vous avez besoin des codecs appropriés pour faire le codage et le décodage. Et vous avez besoin, bien sûr, d'un logiciel de gravure de CD pour installer, pour graver votre fichier vidéo sur un CD. Explique-moi tout ça. Là. Ça a l'air un petit peu mêlant. Là. Non, c'est assez simple. On a besoin de plusieurs choses en plus. Fait que... Oui, bien, tu vas voir que c'est assez simple. En fait, il y a une double procédure. Bien, la procédure de gravure, c'est assez simple. Ouais. On va voir en plus en détail la procédure d'encodage, d'acquisition et encodage. Donc, on sait que la vidéo brute, c'est très lourd. Donc, on ne pourrait pas graver ça directement sur un CD. On ne pourrait pas en mettre beaucoup. Alors, on se permet de compresser et d'encoder la vidéo. Il y a plusieurs formats. Je vais vous présenter 2 formats plus populaires qui présentent cependant leurs avantages et inconvénients. On va voir ça. Premier format, le MPEG-1, format vidéo CD. Alors, l'avantage de ce format-là, c'est qu'il est lisible, comme je disais tout à l'heure, sur un lecteur vidéo CD ou un lecteur DVD de salon. Ouais. Le désavantage, c'est que ça vous produit une image correcte, mais assez petite. Donc, si vous voulez avoir le plein écran, bien, il y a un zoom, donc des opérations mathématiques qui permettent de faire un zoom, mais ça fait un peu de flou. Le deuxième format, comme on a vu à l'écran, c'est le format MPEG-4 DivX
Smiley. Alors, le format Ça, MP4... c'est le fun. Oui, effectivement. Il y a cependant certains petits problèmes. L'avantage du MP4, c'est que ça vous donne une qualité d'encodage excellente. Les petits désavantages, ben, Il y en a? Ben, disons que c'est d'une légalité discutable. Bon, Ouais, mais moi, c'est juste des copies de backup que je fais. Bien sûr, c'est pour toi-même. Ben oui, effectivement, comme pour tes propres cassettes VHS de Génie en herbe, par exemple. Pourquoi je commence à pas aimer ça? Donc, ça, c'est un problème, évidemment. Autre problème, c'est que ça exige un ordinateur quand même assez puissant pour faire cet encodage-là. Et l'autre problème, c'est que ça ne peut être visionné que sur un ordinateur. Il n'y a pas de lecteur vidéo CD ou lecteur DVD de salon qui vous permet de visionner du format MP4 DivX. On va voir maintenant la procédure d'acquisition et encodage. Alors, on a deux choix. Soit on numérise directement, c'est-à-dire une seule opération d'acquisition-encodage. OK. L'avantage, c'est que ça vous prend beaucoup moins d'espace disque, parce que tout se fait, la compression, en une seule opération. Le désavantage, c'est que ça vous prend un processeur passablement puissant. On parle vraiment de 800 MHz et plus. 800 MHz, c'est plus. Ben, c'est de plus en plus répandu, mais c'est quand même pas nécessairement tout le monde qui a ça à la maison. Est-ce qu'on a un avantage avec un AMD que toutes les procédures multimédia déjà imbriquées dedans? C'est un avantage. Cependant, tu as quand même beaucoup de... Ça sollicite énormément ton processeur. Donc, évidemment, si tu délestes un peu avec... si tu as un chipset, un jeu de puce qui va te délester tes fonctions multimédia, ça peut aider. OK. Ça peut aider. L'autre possibilité, ce serait à ce moment-là de faire l'acquisition et l'encodage en deux opérations. C'est-à-dire que vous allez d'abord acquérir la vidéo en format brut et ensuite, vous allez l'emmagasiner sur votre disque dur et après ça, vous allez l'encoder. Évidemment, d'une part, ça demande, c'est moins sollicitant, c'est moins taxant pour votre système. Le désavantage, c'est que ça vous prend un très gros disque dur. Oui, parce qu'on parle, quand on est en mode brut, c'est pas loin de 30-35 MB par minute, Ouais. si je n'abuse. On estime environ, là, qu'un disque dur de 40 GB ne serait pas nécessairement superflu si vous avez une très longue émission ou un long film à encoder et surtout en bonne qualité. Là. Ouais. Alors, on va voir deux possibilités. Alors, d'une part, l'encodage DivX, et j'ai un logiciel ici qui s'appelle VirtualDub qu'on a à l'écran. Ça ne dit pas grand-chose pour l'instant. On va commencer par définir la capture AVI. J'ai mon magnétoscope ici. Là, j'ai du grichage. C'est parce que mon magnétoscope n'est pas allumé. J'allume mon magnétoscope. Et ensuite, je vais... là, je commence à avoir un signal. Donc, dans vidéo, je vais définir la source. Oui. J'ai Tuner vidéo parce que j'ai une carte API. Donc, je vais dans Tuner TV. C'est parce que je ne suis pas sur le canal 3. Alors, je vais sur le canal 3. Et je fais OK. Et je fais encore OK. Là, tu as le blue screen, j'ai le bleu normal. Pas le bleu Microsoft. Non, ce bleu-là, on l'aime. Alors là, si je lance la vidéo, on va voir dans l'écran. Ah non. Et t'avais les cheveux courts dans ce temps-là. Ça fait longtemps, ça. Pas mal. Alors, on va l'arrêter là pour tout de suite. OK. On va paramétrer notre logiciel. D'abord, la compression audio. On voit ici qu'on est en format PCM. Et là, les attributs, on peut les définir ici. Alors, comme c'est une émission quand même, c'est pas une émission de musique et ainsi de suite, on peut très bien encoder en 16 bits mono pour avoir une bonne qualité, 22 kHz, 16 bits mono. Donc, pour une émission où est-ce qu'il y a quasiment juste de la voix et seulement quelques effets sonores, on n'a pas besoin d'aller dans les stéréos 44 exactement. Si on avait, disons, soit un film ou encore une émission, un concert qu'on enregistrait à la télé, à ce moment-là, ça vaudrait la peine. Alors, on fait OK. On va dans vidéo, on a défini notre source, on va définir le format maintenant. Okay. Le 320 par 240, c'est assez standard. C'est raisonnable. C'est pas nécessaire d'aller plus haut que ça parce que comme l'encodage DivX est quand même de très bonne qualité, après ça, on peut aller en plein écran puis sans trop perdre, on va voir ce que ça donne. Alors, on fait OK également. Et ensuite, on va définir la compression, c'est-à-dire le codec. Ouais. Là, on a MPEG-4 Fast Motion, MPEG-4 Low Motion. Le Low Motion, c'est quand ça ne bouge pas tellement, et parce que vous avez à ce moment-là une meilleure qualité. Fast Motion, pour les films d'action, genre quand tu enregistres la course de F1 de samedi par exemple, exactement, par exemple, et que vous voulez garder ça sur CD chez vous, à ce moment-là, Fast Motion, ça vaudrait la peine. Nous, on va choisir Low Motion, parce que dans le côté 3Z, on ne bouge pas tant que ça. Alors, on va aller ensuite dans la configuration. Donc, Keyframe, on va le fixer à
chaque seconde et on va définir notre débit binaire en nombre de kilobits par seconde. Ouais. Nous, on recommande environ entre 1000 et 1500 kilobits seconde, D'accord. qui va donner une bonne qualité. Alors, on fait OK, on fait OK. Là, on a dans l'écran ici, tout en bas de l'écran, à droite, là, on peut définir encore nos attributs audio et vidéo. OK. Et mettons qu'on va le mettre en 29,97. C'est quoi ça? Ça, c'est la norme NTSC. Mais c'est le nombre C'est d'images le par nombre seconde. d'images par seconde, OK. exactement. Et là, on fait capture vidéo. Là, on va lancer le vidéo et on va faire la capture. Capture, ou je pourrais faire F6. Et donc, à partir de ce moment-là que tu as fait la capture, là, on encode en temps réel. Exactement. D'accord. Et voilà. Donc là, je l'arrête, j'en ai assez. À ce moment-là, je ferme ça. Et là, je vais dans ma racine du C, Oui. où j'ai mis mon vidéo capture.avi et que je peux visionner comme ça. Ah, ben c'est le fun. Si je le vois en mode plein écran, on voit quand même qu'il n'y a pas vraiment C'est de quand même perte pas si pire. vidéo. Fait que ça donne la tellement même c'est- qualité qu'on aurait eu en un visionnant sur la télévision. C'est quand même Exactement. bien. L'autre possibilité, évidemment, brièvement, c'est si vous avez une carte, par exemple, MPEG, qui fait du MPEG 1 comme la ATI All-in Wonder, vous pouvez utiliser les fonctionnalités de magnétoscope numérique de la carte ATI. Et à ce moment-là, c'est très simple. On définit là encore des paramètres. On choisit son algorithme MPEG 1 et c'est essentiellement la même chose. Une mise en garde en terminant. Si vous voulez graver votre vidéo sur un format vidéo CD, très important de respecter la norme, les spécifications de la norme vidéo CD. On va voir à l'écran ce que marche ça pas, donne. sinon. En termes de vidéo, ça donne en NTSC 29,97 images secondes, format 352 par 240 et le débit binaire 1150K par seconde. En format audio, c'est MPEG 1, deuxième couche, pour un débit binaire de 224K par seconde. Si vous voulez plus d'informations, un excellent site de référence, c'est mediavideo.com. C'est un site web d'ailleurs en français à l'adresse www.media sans accent vidéo sans accent.com. Pour communiquer avec le service à l'auditoire de Z, écrivez au 2100 rue Sainte-Catherine-Ouest, bureau 800 à Montréal, code postal H3H2T3. Par téléphone, composez le 514-529-3255. Si vous éprouvez des difficultés d'audition, composez le 514-529-3279. Eh bien, deux raisons pour lesquelles Linux est meilleur que Windows. Alors, présente-nous ça, KDE et GNOME. Bon, avant que le monde commence à nous lancer des niaiseries, là, pas nécessairement meilleur, mais plus le fun à utiliser peut-être. Bon. D'accord, nuance. Ouais. Il faut partir avec une notion de base, c'est que sur Windows, que ce soit Windows 95 ou Windows NT, l'interface graphique fait partie intégrante du système d'exploitation. Alors que si on parle d'un système Unix, par exemple Linux, le cas est différent. On va avoir une couche qui va être le serveur X, qui va nous permettre, c'est ça, d'afficher à l'écran. Donc, de base, ce qu'on va avoir, c'est un écran gris avec un pointeur. Mais là, maintenant, il faut habiller le serveur X. C'est ça. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va Et tu faire? as le choix de la garde-robe. Exactement. Voilà. Donc, on choisit, si tu veux, l'interface graphique. Il y a plusieurs choix disponibles, comme on a OWM, on va avoir FMWM. Et aussi, qu'est-ce qu'on va voir? Les plus connus, on va retrouver KDE et on va retrouver GNOME. Bon, KDE et GNOME, c'est les deux plus gros compétiteurs. KDE a été basé sur le CDE qui vient à l'origine de HPUX, alors que GNOME, c'est un projet de GNU qui est basé vraiment sur tout ce qui est orienté objet. Objet et bien sûr code source ouvert, bien évidemment. Exactement. Bon. Qu'est-ce qu'on peut retrouver de différent? Comme par exemple, là, KDE nous a fait cadeau de la version 2 récemment. Bon, qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à l'ancienne version? C'est surtout de l'intégration dans le desktop ou, si vous voulez, dans le bureau d'une foule d'outils. C'est sûr qu'il y a plusieurs choses qui ont été paramétrées. Et une chose qui est importante aussi à noter avec les interfaces graphiques dans Linux, c'est qu'on peut habiller nos fenêtres de façon différente. Avec Windows, de base, il faut ajouter une autre application pour choisir différents habillages de fenêtres, comme on l'avait montré il y a plusieurs émissions, alors qu'avec les applications X, c'est fourni de base. D'accord. Donc, comme par exemple, là, ici, à l'écran, j'ai un peu ce qui ressemble à KDE. Ça, c'est KDE 2. Moi, j'ai choisi un background en conséquence. Là, je m'excuse, c'est un petit peu lent parce que j'enroule 2-3 en parallèle. Mais, bon, là, juste pour m'agacer, là, ça va être vraiment trop Non, lent. ça va. Bon,
pendant et que... l'autre, tu as chargé GNOME en même temps. C'est ça. C'est que moi, ça qui pour est les besoins de la intéressant. Tu vas code... nous expliquer comment faire Exactement. ça aussi. Bon. Qu'est-ce qui est intéressant aussi avec KDE, c'est qu'on a voulu faire un peu comme Windows. On a intégré un browser web, si tu veux, ou un navigateur dans l'interface. Donc, la navigation des dossiers, des fichiers, des applications se fait donc, c'est transparent pour l'usager. C'est une interface web. Comme on peut le voir à l'écran, là, c'est un petit peu lent encore. On a qu'est-ce qu'on appelle Conqueror, qui est une interface graphique pour voir nos fichiers et qui, en même temps, peut nous permettre de browser sur le net. Bon, là, je m'excuse, là, l'interface est à moitié tout croche, mais c'est parce que j'ai voulu faire un petit tour de passe-passe puis loader plusieurs interfaces graphiques en même temps. Donc, avec X, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut rouler une application graphique sur une autre machine à distance. Donc ça, c'est un gros avantage que Windows ne nous permet pas, sauf si on utilise un produit comme par exemple PC Anywhere. Oui, évidemment. Mais donc, là, c'est prévu, c'est intégré également à... Comme là, on peut le voir présentement, là, il a fini de loader. Donc, c'est vraiment là, un navigateur. Puis, si tu regardes les boutons, ça ressemble drôlement à ceux-là qu'on va retrouver dans Internet Explorer et un mélange avec Netscape. Mais c'est vraiment intégré dans le navigateur de fichiers. Donc, on n'a pas besoin de chercher Netscape, pas besoin de chercher Internet Explorer. Ça en fait déjà partie. C'est une nouveauté de KDE version 2. KDE 2, exactement. Bon, où on va le trouver, justement, comme on le voit à l'écran, c'est sur le site de kde.org. Donc, on se promène sur la page, dans la section Download, on va télécharger. Et là, faites attention, il faut télécharger tous les fichiers qui sont sur le site FTP. Et en plus de ça, on risque d'avoir peut-être un petit problème. Moi, sur Red Hat 7, j'ai eu un petit problème. Il me disait que même après en installant les packages, il me manquait une librairie pour partir KDE, qui est libmng, qu'on va pouvoir retrouver sur le site web qu'on voit là, rpmfind.net, qu'on voit dans le bas de l'écran. Et la librairie est libmng version 1.002. De toute façon, quand tu installes ton interface, il va te dire, bon, tu as tant de bibliothèques associées. Exactement ça. Donc, si tu ne les as pas déjà installées, donc, il faut que tu ailles les chercher pour tes comptes. Il faut faire attention. Donc, en plus de ça, cette librairie-là, moi, il a fallu que je fasse un lien vers le fichier, par exemple, libmng.so0 pour qu'il pointe sur le point 1, parce que ça, c'était la version 1 et on voulait la version 0. Donc, il faut peut-être jouer un petit peu avec les librairies sur ce point de vue-là. Donc, il faut faire attention. Bon. On a parlé de KDE beaucoup, mais là, on va parler de GNOME un peu. Là, ce qu'on voit à l'écran, c'est ce à quoi GNOME ressemble. Bon, première différence, on voit que les icônes sont alignées à gauche par défaut au lieu d'être alignées en haut, que la barre de tâches dans le bas est beaucoup plus petite. Donc, elle a l'air un petit peu plus dépouillée. Sweet, un peu, comme on pourrait dire. Ça fait un peu Windows, plus propre. Donc, comme KDE, on va retrouver aussi à l'image de Windows un menu qu'on va retrouver à gauche. Et on va retrouver une série de boutons qui vont nous permettre de partir, par exemple, un terminal ou Netscape, etc., etc. Bon, contrairement à KDE, le navigateur n'est pas intégré comme on a avec KDE, sauf que la nouvelle version de GNOME qui est supposée s'en venir dans on ne sait pas exactement combien de temps, va avoir Netscape 6 d'intégrer directement dans l'interface. Donc, on n'aura même plus besoin de télécharger Netscape, qui va être intégré dans l'interface de GNOME. Mais là, donc, tu peux quand même ajouter des objets à ta barre de tâches. Exactement. Donc, on peut ajouter, comme par exemple, ici à gauche, qu'est-ce qu'on voit dans le bas de l'écran? C'est un petit, si vous voulez, un petit moniteur pour le son qui sort. Donc, on peut se rajouter plusieurs objets comme ça. Comme par exemple, ici, j'ai un objet qui fait juste le monitoring, si vous voulez, de ma batterie. Il me dit, bon, là, il est en train de se recharger, puis j'ai pour une durée de vie de 3h20. C'est sûr que si on regarde sur Windows, si on regarde sur KDE, on a aussi des moniteurs comme ça qui peuvent se retrouver dans la tâche. Sauf que la différence ici, c'est que c'est un objet qui fait partie du desktop intégral et non une application supplémentaire qui roule. Mais en regardant les interfaces, j'ai vu que KDE offre quand même une grosse sélection justement d'applications. Énormément d'outils. C'est sûr que GNOME aussi en a une batch, un shop, une barre, autant que vous en voulez. Bon. Là, GNOME, qu'est-ce qu'il faut faire attention, c'est où aller le télécharger. Il y a plusieurs versions différentes. Le site officiel, c'est gnome.org, gnome.org, comme on peut le voir sur le site web à l'écran. Donc, on peut aller télécharger à partir de là les différents modules de GNOME pour notre interface. Qu'est-ce qui est intéressant avec GNOME, c'est que GNOME devient de plus en plus connu. Solaris, pour la version 8, qui est devenue open source, ont décidé de faire une intégration GNOME. Donc, GNOME est disponible avec Solaris 8 lorsque vous le téléchargez. Et il y a beaucoup d'autres systèmes d'exploitation qui ont décidé d'intégrer GNOME comme, si vous voulez, le bureau, le desktop officiel. Donc, ça peut être intéressant. Bon. Il me reste un petit peu de temps. Qu'est-ce qu'on va faire? Brièvement, c'est ça. On peut voir comment, justement, tu disais qu'on pouvait avoir les deux interfaces en même temps. Bon, qu'est-ce qui va... Oui.
faut passer à partir de l'interface texte. Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'à partir de l'interface texte, il faut partir de ce qu'on appelle un Window Manager, ou qu'est-ce qu'on va appliquer un X Manager. Donc, il faut modifier quelques petits fichiers. Par exemple, si on va dans le répertoire ETC X11, dans le répertoire XDM, il y a deux fichiers qu'il faut faire attention. Il y a le fichier X-Access. Oui. Dans le fichier X-Access, si j'y vais rapidement, on fait une recherche sur étoile. Bon, vous allez voir ici, il y a une ligne qui dit étoile, any host can get a login window. Il faut faire attention à ce paramètre-là pour qu'il soit là. Et ensuite de ça, l'autre fichier qu'il faut faire attention, c'est le XD. Donc, s'il y a des vite. Et à la fin, il faut mettre la dernière ligne entre commentaires. Et à partir de ce moment-là, on peut partir d'une série de serveurs X en même temps avec la commande X majuscule. Par exemple, pour le montrer vite, c'est X majuscule 2.1. Et là, on peut continuer avec tout. OK. Bien, merci beaucoup, Philippe. Alors, que Windows n'est pas en reste avec la date. On parle beaucoup donc d'interface personnalisée pour Linux, mais que diriez-vous de pouvoir naviguer dans votre bureau de Windows à l'aide d'une interface 3D que vous pouvez personnaliser? Oui, mais c'est pas de la grande 3D, je vous avertis tout de suite. C'est un petit logiciel tout à fait gratuit qui s'appelle Win3D. Et bon, là, on a notre bureau ordinaire. Alors, si je démarre Win3D, alors, il va se charger un petit peu. Et on va voir la magie de la troisième dimension. Alors, comme on voit à l'écran, il installe les objets nécessaires. Et voilà, la magie de la troisième dimension, mesdames, messieurs. Alors, on peut aller naviguer dans les... Si je clique sur Move, je me déplace comme ça. Donc, si je vais ici dans Office, donc je rentre dans la salle du bureau, un petit fax, c'est merveilleux. Des boutons d'application, et là, je me tourne comme ça. Si ensuite, je vais aller dans mes documents, par exemple, je fais un clic droit, et puis là, je clique comme ça sur mes documents, le tiroir s'ouvre, et c'est merveilleux. Alors, ça, on trouve www.clockwise3d.com. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Philippe, toujours un plaisir. Ben oui. Et n'oubliez pas d'aller visiter notre site web www.kt3z.com. De rendez-vous à la semaine prochaine. Salut.